Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut paraître un peu intimidant au premier abord, l'analyse de la pratique professionnelle, ou APP. Oui, mais on va l'aborder sous un angle très particulier, celui de la psychanalyse. Exactement. Et les sources qu'on a sont vraiment bien faites, je trouve. Elles nous guident d'abord un cadre théorique pour avoir les clés, et ensuite une étude de cas, mais incroyablement parlante. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment cette approche, elle permet à des professionnels du soin, du social, de dépasser une crise. Pas en cherchant une recette miracle, mais en allant trouver le sens qui se cache derrière. Voilà, on va donc voir comment passer d'une lecture, on va dire, factuelle d'un problème Il s'est passé ça. à une lecture du sens. Qu'est-ce qui se joue vraiment? Alors, commençons par la théorie, la boîte à outils. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que le but, ce n'est pas de trouver la bonne solution technique. Non, pas du tout. On part du principe que le professionnel n'est pas un robot rationnel. Alors, quels sont les concepts clés pour déchiffrer ces dynamiques cachées? Alors le couple de base, le plus connu, c'est évidemment transfert et contre-transfert. D'accord. Le transfert, pour faire très simple, c'est tout ce que la personne accompagnée, l'usager, projette sur le professionnel, mais sans s'en rendre compte. Il va rejouer les choses, voir en lui une figure parentale, une autorité. Attendez, ça veut dire que la propre réaction du professionnel, sa colère, son agacement, même son envie de surprotéger, ça fait partie de l'analyse? Ah mais complètement, est courante. Mais c'est tout l'inverse de ce que propose cette approche. C'est ça le contre-transfert. Ces réactions émotionnelles, souvent inconscientes, du pro. Et loin d'être une faille, la source le dit, c'est un outil de diagnostic précieux. Un outil de diagnostic. Oui. La question n'est plus comment j'arrête de ressentir ça, mais plutôt, et la source le formule comme ça, pourquoi ce patient me rend-il si en colère? La réponse, elle n'est pas que chez le patient, elle est dans ce qu'il vient réveiller chez le professionnel. C'est un sacré changement de paradigme. L'émotion n'est plus un parasite, c'est une information. Une sorte de boussole interne, quoi. Une boussole, l'image est parfaite. Et à ça, on ajoute d'autres outils comme les mécanismes de défense. Ah oui, nos petites stratégies inconscientes pour se protéger de l'angoisse. Le déni, l'intellectualisation, quand on se noie dans la théorie pour ne rien ressentir. Et il y a un autre concept très fort que la source souligne, l'idéal du moi professionnel. Ah, ça me parle. C'est l'image du super-héros du social. Celui qui sauve tout le monde, qui n'est jamais fatigué. C'est tout à fait ça. C'est cet écart, souvent immense, entre le pro parfait qu'on voudrait être et la réalité du terrain. Qui est compliqué. Complexe, frustrante, oui. Et cet écart, c'est une source énorme de culpabilité, d'épuisement. L'un des buts de l'APP, c'est de déconstruire un peu cet idéal pour le rendre plus humain, et donc moins destructeur. D'accord, on a les concepts. Mais pour que des gens osent mettre ça sur la table, qu'ils puissent dire je me sens nul ou j'ai détesté cet ado, il faut des conditions particulières, j'imagine. Un environnement de confiance absolue. Absolument. C'est non négociable. Les psychanalystes, ils ont un terme un peu technique pour ça, le cadre euphorique. Phorique. Oui, qui porte. L'idée, c'est de créer une bulle de confiance. Un espace où la parole est littéralement portée par le groupe, en sécurité. Et ça repose sur des piliers. Le premier, le plus évident, le non-jugement. On n'est pas là pour dire si le collègue a bien ou mal fait. Je comprends. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive? Si quelqu'un dit j'ai détesté ce patient au point de vouloir le laisser tomber, est-ce qu'on ne risque pas de juste valider un sentiment qui pourrait mener à une forme de maltraitance, même involontaire? C'est une question cruciale. Et la limite, elle est très claire. Le but n'est pas de valider un acte potentiel. Jamais. Le but est de comprendre l'émotion. En autorisant cette parole, je l'ai détesté, on permet au pro de ne pas rester seul avec ça. D'accord. Le groupe aide à analyser pourquoi il ressent ça. Et c'est en comprenant l'émotion qu'on évite qu'elle ne se transforme en acte. C'est même préventif. Ok, c'est plus clair. On autorise la pensée pour mieux maîtriser l'action. C'est l'idée. Le deuxième pilier, c'est la libre association. On encourage à parler sans filtre, à laisser les idées venir, même si ça semble hors sujet. C'est souvent là que se cache la clé. Et le troisième? C'est l'écoute du latent, derrière le manifeste. Le manifeste, ce sont les faits bruts, l'histoire. Le latent, c'est tout ce qui se cache derrière. Les lapsus, les silences, l'émotion dans la voix. C'est fou. Ça veut dire qu'on doit apprendre à écouter les silences avec autant d'attention qu'un rapport. Exactement. C'est un travail de détective de l'inconscient. Mais la source est honnête. Elle dit bien que cette grille de lecture, la psychanalyse, n'est pas la seule. Oui, et la comparaison qu'elle fait est très parlante. On peut distinguer trois grandes approches. La psychanalytique, on l'a vu. La question c'est, qu'est-ce que ça vient toucher en moi?
on regarde vers l'intérieur. D'accord. Et les autres, prenons l'exemple d'une éducatrice épuisée. Qu'est-ce qu'elle regarderait? Alors, l'approche institutionnelle, elle, poserait la question comment l'institution m'empêche d'agir. C'est-à-dire? On regarderait si elle a assez de moyens, si les protocoles sont trop rigides, si elle est soutenue par sa hiérarchie. Le problème est vu comme un symptôme de l'organisation. Je vois. Et la troisième, la systémique? La systémique, elle déplacerait encore le projecteur. Elle regarderait les interactions. La question serait, quelle place j'occupe dans ce système? Ah, On analyse la dynamique de toute l'équipe autour du jeune. Comment il communique, comment la famille est inclue. Le problème n'est plus juste dans l'éducatrice, ni dans l'institution, mais dans les relations entre tout le monde. ce sont trois portes d'entrée radicalement différentes pour le même problème. Et ça m'amène à un point de vigilance que la source soulève et qui me semble capital. À écouter tout ça, on pourrait se dire que la PP, version psychanalytique, c'est une sorte de thérapie de groupe déguisée. C'est le malentendu classique. Et la source est très très ferme là-dessus. Ce n'est pas une thérapie. Quelle est la différence fondamentale? C'est la séance à analyser l'enfance du participant. On part du problème avec le jeune Lucas, par exemple. D'accord. Et deuxièmement? Deuxièmement, le but, ce n'est pas de soigner les névroses. Le but, c'est de restaurer la capacité de penser et d'agir dans son travail. On ne soigne pas la personne, on répare sa boussole professionnelle pour qu'elle puisse naviguer à nouveau. C'est une excellente image, oui. On redonne de la marge de manœuvre psychique. La source conclut cette partie avec une citation qui résume tout. L'analyse de la pratique, c'est passer du faire au dire pour mieux être dans son métier. C'est un cadre théorique vraiment puissant, mais j'imagine que ça peut sembler un peu abstrait. Le meilleur moyen de voir comment ça marche, c'est de le confronter au réel. Et justement, la source nous propose ce cas, Julie, une éducatrice, et Lucas, un adolescent de 15 ans. Le tableau est sombre. Oui. Julie est à bout, elle se sent totalement incompétente. Lucas vient de l'insulter violemment, il l'a traitée de assistante sociale de merde. Ça a explosé, elle a crié et elle est partie en pleurant. Voilà les faits bruts, le manifeste. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment l'analyse va complètement retourner la situation. Comme une crêpe, vraiment. On va passer de la culpabilité de Julie, je suis nul, à une compréhension qui va lui redonner du pouvoir. Alors, par où on commence? Première étape, le transfert. Qu'est-ce que Lucas projetait sur Julie? Il ne lui parle pas vraiment à elle, en fait. C'est ça. Précisément, l'hypothèse que le groupe explore, c'est que Lucas ne s'adresse pas à Julie, l'éducatrice. Il s'adresse à une figure de son passé. On sait qu'il a vécu des ruptures, des abandons. Son agression, ce n'est pas qu'une insulte, c'est un test. Un test. Il projette sur elle l'image d'une mère défaillante. Son message inconscient, la source le formule très bien, c'est « je vais te pousser à bout pour voir si toi aussi tu vas m'abandonner ». Son agressivité, c'est un appel à l'aide paradoxal, une manière de vérifier la solidité du lien. Exactement. Et maintenant, deuxième temps, le plus délicat, le contre-transfert. Qu'est-ce que Julie a ressenti? De la colère, un sentiment d'impuissance, de nullité, de rejet. Et c'est là que la magie opère. Le groupe l'aide à voir que ce qu'elle ressent, c'est le miroir exact de ce que Lucas vit à l'intérieur de lui. C'est Lucas qui se sent impuissant, nul et rejeté en permanence. Le piège mortel, c'est de prendre ce sentiment pour soi. Si elle y croit et qu'elle réagit en partant, elle lui donne raison. Elle confirme sa peur. Elle devient une preuve de plus que les adultes abandonnent. Elle rejoue la scène. Elle boucle la prophétie. Et c'est là qu'intervient le troisième temps, l'élaboration en groupe. Le groupe aide Julie à comprendre que l'insulte, ce n'est pas une évaluation de ses compétences. La source utilise un terme technique mais très imagé, l'identification projective. On pourrait dire que Lucas a, en quelque sorte, déposé sa propre détresse en Julie, parce que c'était trop lourd à porter pour lui. Attendez, donc son sentiment d'être nul, ce n'est plus la preuve de son incompétence, Non, mais la preuve qu'elle a reçu et encaissé la souffrance insupportable de Lucas. C'est un renversement complet. c'est la prise de conscience qui change tout. Une fois que Julie comprend ça, sa colère, sa tristesse, ce ne sont plus des échecs personnels. Ça devient des informations. Des informations précieuses, oui. Alors, très concrètement, le lendemain, face à Lucas, qu'est-ce que ça change pour Julie? Ça change tout. La source liste 3 bénéfices immédiats. Le premier, le désamorçage émotionnel. La prochaine fois que Lucas l'attaquera, elle ne sera plus dans la même tempête. Elle pourra se dire « Ok, ce n'est pas contre moi, c'est sa propre colère qu'il me fait porter. Elle reprend le contrôle, pas sur lui, mais sur elle-même, parce qu'elle a une nouvelle grille de lecture. » Et ça mène au deuxième bénéfice, la restauration du cadre professionnel. Au lieu de crier ou de fuir, qui sont des réactions personnelles, elle peut poser un acte professionnel.
La source propose même la phrase qu'elle pourrait dire. Quelque chose comme « Je vois que tu es très en colère et que tu essayes de me faire fuir, mais je suis ton éducatrice et je ne partirai pas. Waouh! En faisant ça, elle ne répond pas à l'insulte. Elle répond aux besoins cachés derrière l'insulte. Qui vas-tu rester ?» Elle passe d'une réaction subie à une action choisie et signifiante. C'est énorme. C'est le cœur du changement. Et c'est le troisième bénéfice. Son propre ressenti devient un outil. Ses émotions ne sont plus des obstacles qui la paralysent, ce sont des indicateurs. Un radar. Un radar de ce qui se joue pour lui. Voilà, elle sait maintenant qu'il est dans une phase de test de fiabilité intense et elle peut ajuster sa posture pour y répondre. C'est une transformation radicale. Pour résumer, Julie est passée d'une lecture factuelle, il est impoli, je suis à bout, je suis une mauvaise pro, à une lecture de sens. Absolument. Une lecture beaucoup plus responsabilisante, hein. Il rejoue son histoire d'abandon. Mon rôle est de rester solide. La psychanalyse lui a offert une nouvelle façon de penser et donc d'agir. Une approche qui redonne du pouvoir d'agir, en fait. Oui, non pas en donnant des solutions toutes faites, mais en enrichissant la compréhension des dynamiques humaines les plus complexes. Pour finir, quelle est la grande question que tout ça nous laisse? La pensée à emporter. Eh bien, ça soulève une question qui dépasse largement le cadre du soin, je trouve. Si nos réactions émotionnelles au travail, la frustration, la colère, même l'ennui, n'étaient pas seulement des émotions personnelles à gérer, Mais potentiellement des données. et du sens caché de ce qui est en train de se jouer.